On écoute souvent les hommes politiques, mais est-ce qu'on les entend vraiment? Je vous pose la question. Quand vous allumez votre télévision, quand vous ouvrez votre journal, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez du bruit. Enfin, moi je crois que c'est ça. Vous recevez des éléments de langage. Vous savez, ces petites phrases fabriquées par ces fameux conseillers en communication. Elles sont polies comme des galets, faites pour ne blesser personne et pour ne rien dire en fait. On appelle ça la langue de bois. C'est un langage mort. C'est un langage qui cherche à cacher la pensée, pas à la révéler. Mais parfois il y a un accident. Parfois, au détour d'une phrase, au détour d'un silence, ou parce que le micro est resté ouvert un peu trop longtemps, le masque tombe. Alors attention, parce que quand je dis le micro reste ouvert, lorsque je fais une interview, je préviens toujours que le micro est ouvert. Je ne gruge personne, il n'y a pas de piège. Je dis ça uniquement parce que parfois, au détour d'une phrase, au détour d'un silence, et quand le masque tombe, ce n'est plus de la politique, c'est simplement la vérité qui s'exprime. C'est une vision du monde qui surgit, brute, sans filtre, une vision qui peut choquer certains, qui peut déranger, mais qui a le mérite d'exister. J'ai reçu le député Éric Michaud, ou plutôt c'est lui qui m'a reçu. Vous avez peut-être écouté mon interview, c'était un échange direct, vif, très sympathique. Nous avons parlé pendant près de 20 minutes. Après avoir éteint l'enregistreur, après qu'il m'ait raccompagné, j'ai réécouté la bande une fois, deux fois. J'ai pris des notes, j'ai vérifié les chiffres, j'ai cherché la signification profonde des mots qu'il a utilisés. Et ce que j'ai découvert va bien au-delà d'une simple élection locale en Bresse. Ce n'est pas juste une histoire de mairie ou de circonscription, c'est un signal faible qui est en train de devenir un signal fort. Posez-vous la question, quand un industriel qui pèse 250 millions d'euros, un homme du système, un patron de 37 entreprises, commence à parler avec des mots d'un gilet jaune, comme s'il était lui-même un gilet jaune, c'est qu'il se passe quelque chose de tectonique dans ce pays. Quand un homme de droite classique, un héritier de la tradition gaulliste ou libérale, vous explique calmement que la morale parisienne est en train de tuer le terrain, c'est qu'un vieux monde est en train de mourir sous nos yeux. Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice différent. Nous n'allons pas refaire l'interview, nous allons faire l'autopsie du discours. Je vais arrêter le temps, je vais poser les valises. On va prendre les phrases une par une, et on va regarder ce qu'il y a derrière. Agriculture, Rassemblement national, le travail, l'argent, les normes. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas politiquement correct. C'est peut-être même ce qu'il n'avait pas le droit de dire. Bienvenue dans le décryptage. Commençons par le sujet qui fait trembler les états-majors parisiens, le sujet tabou, ce fameux sujet. L'Alliance. Au début de l'entretien, presque incidemment, Éric Michaud a lâché une bombe politique. Il l'a fait avec un calme olympien, sans élever la voix, comme s'il parlait de la météo. Je cite ses propres mots, ses mots exacts. La droite ne gagnera pas tant qu'elle sera désunie. Je soutiens Étienne Klein. Pour comprendre la violence de cette phrase, il faut sortir de Louan. On va dézoomer. Il faut regarder la carte de France et l'histoire politique des 40 dernières années. Étienne Klein, c'est le candidat du Rassemblement national. Éric Michaud, c'est un député UDR, issu de la droite traditionnelle. En France, depuis les années 80, la vie politique est régie par une règle sacrée, une règle d'or, une règle quasi religieuse. Le cordon sanitaire, qu'est-ce que c'est? C'est une frontière morale infranchissable. Jacques Chirac l'avait théorisé. La droite républicaine ne s'allie jamais, sous aucun prétexte, avec l'extrême droite. Même pour gagner une région, même pour gagner une mairie. C'est le dogme. On préfère perdre que de vendre son âme. C'est ce qui a tenu la Ve République pendant des décennies. Et là, en une phrase, Éric Michaud fait sauter le verrou. Il ne fait pas juste un coup tactique pour gagner la mairie de Louan. D'ailleurs, il ne se présente pas à la mairie. Il acte la mort du cordon sanitaire. Mais analysons pourquoi.
C'est ça qui est fascinant. Est-ce que le député Éric Michaud est devenu un idéologue d'extrême droite? Est-ce qu'il a changé de conviction profonde? Non, je pense pas. Si on écoute bien, ce n'est pas de l'idéologie, c'est du pragmatisme. C'est la victoire du terrain sur la théorie. À Paris, dans les salons dorés, dans les rédactions des grands journaux, on peut se permettre d'avoir des principes moraux absolus. On peut dire jamais le RN, parce qu'on ne gère pas les problèmes du quotidien, parce qu'on vit dans un monde d'idées. Mais sur le terrain, en Bresse, et surtout à Louhans, que voit un homme comme Éric Michaud? Il voit une réalité arithmétique. Il voit une droite divisée, les républicains d'un côté, le RN de l'autre, les divers droites, et au milieu, qui perd toutes les élections face à la gauche ou à la Macronie. Il voit des électeurs. Ces électeurs qui ne comprennent plus la différence. Quand il fait le marché à Louhans, le boucher ou l'agriculteur lui disent « Mais vous dites la même chose sur la sécurité, vous dites la même chose sur les impôts. Pourquoi vous ne vous parlez pas ?» La philosophie du député Éric Michaud, ici, est celle d'un chef d'entreprise. Dans une entreprise, on ne se demande pas si le fournisseur est moralement pur. On se demande s'il est efficace. On se demande si le partenariat va permettre de sauver la boîte. Sa phrase « La droite ne gagnera pas tant qu'elle sera désunie ». C'est un constat d'échec de la stratégie morale. Il nous dit « J'ai essayé de gagner tout seul, ça ne marche pas. J'ai essayé de gagner en restant pur, ça ne marche pas. Maintenant, je veux gagner. » C'est le triomphe de la realpolitik. C'est un concept inventé par les Allemands au XIXe siècle, repris par Machiavel, bien avant eux. La politique n'est pas l'art du bien, c'est l'art du possible, c'est l'art du résultat. En soutenant Étienne Clair, ce jeune de 19 ans, Éric Michaud envoie un message terrible à son propre camp historique, les LR. Il leur dit « Votre pureté nous a conduits à l'impuissance ». Il brise le tabou, non pas par goût de la provocation, mais par nécessité de la survie politique. C'est la fin de la politique religieuse, avec ses dogmes, ses prêtres et ses interdits. C'est le début de la politique réelle. Il nous dit en substance, la morale parisienne ne remplit pas les urnes en Saône-et-Loire. Elle ne règle pas les problèmes de sécurité. Elle ne remplit pas les frigos. Et c'est là que le décryptage devient philosophique. C'est ce que le député Éric Michaud fait à Louhans. C'est ce qui est en train de se passer partout en Occident. Regardez l'Italie, regardez la Suède, regardez les Pays-Bas, partout. La digue saute. Pourquoi? Parce que les gens en ont assez des leçons de morale qui ne résolvent rien. Ils veulent l'efficacité. Et Éric Michaud incarne ce basculement. Il ne regarde pas l'étiquette RN comme une marque infamante, il la regarde comme une force électorale qu'il faut capter. C'est cynique? Peut-être. C'est réaliste? Assurément. C'est la raison entre celui qui veut avoir raison tout seul, dans son coin, et celui qui veut avoir le pouvoir pour agir. Éric Michaud a choisi. Il a choisi l'action contre la posture. En faisant ça, il prend un risque immense. Il risque d'être excommunié par les bien-pensants. Mais il s'en fiche, à mon humble avis. Pourquoi? Parce qu'il sait que sur le marché de Louhans, le lundi matin, personne ne lui parlera de ce cordon sanitaire. Quoique, à force d'écouter mes podcasts et d'arrêter de lire certains journaux, peut-être que les gens vont commencer à penser différemment. Bon, c'est mon simple avis. On lui parlera de prix du gasoil et des cambriolages sur le marché. C'est ça, la philosophie cachée de cette alliance. Le retour brutal du réel dans le jeu politique. Il y a un passage dans cette interview qui est passé un peu inaperçu, écrasé par le fracas de l'annonce politique sur le RN, et pourtant, si l'on tend l'oreille, c'est peut-être le moment le plus inquiétant, le plus lucide sur l'état de la France rurale. C'est le moment où Éric Michaud nous parle des associations et de Radio Bresse. Il dit une phrase qui sonne comme un constat de décès. Je le cite. «
On a besoin d'eux pour faire vivre nos territoires, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ce sont des services de l'État qui disparaissent et qui sont repris par des associations. Fin de citation. Arrêtez-vous sur ce « malheureusement ». Tout est là. Depuis 30 ans, qu'avons-nous vu dans nos campagnes ? Nous avons vu la Poste réduire ses horaires, puis fermer le bureau. Nous avons vu la trésorerie partir au chef-lieu. Nous avons vu la petite gare devenue un arrêt de bus, puis plus rien. Bon, à Louhans, il y a quand même des trains. On pourrait parler des autres villages, par exemple du côté de Serlet. L'État, ce grand corps froid et protecteur, s'est retiré. Il a fait ses valises. Il a laissé les clés sous le paillasson en disant « débrouillez-vous ». Et qui a ramassé les clés ? Qui tient les murs ? Qui empêche que le tissu social ne se déchire complètement ? Ah ben, justement, ce sont les bénévoles, ces fameuses associations. Éric Michaud le souligne avec une précision sociologique, chirurgicale. Il dit « il y a beaucoup de retraités dans ces associations, des retraités jeunes de 60 à 75 ans ». Fin de citation. C'est la réalité invisible de notre pays. Une armée de l'ombre, des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui, au lieu de se reposer, continuent de porter la société à bout de bras. Ils font tourner les clubs de foot pour les gamins, ils distribuent l'aide alimentaire, ils animent les foyers ruraux, ils font vivre des médias comme Radio Bresse. L'analyse philosophique de ce passage est cruelle pour la République. Nous sommes passés d'un État-providence, celui qui assure tout, à une société de la débrouille. Quand Éric Michaud défend les subventions de Radio Bresse, il ne défend pas que la musique ou du divertissement, il défend le dernier fil. Si vous coupez ce fil, si vous coupez cette subvention, si vous découragez ces bénévoles, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la solitude, il reste le silence des zones blanches. Et le silence en politique finit toujours par se remplir de colère. Il y a une alerte rouge dans son discours quand il parle de la fiscalité. Il évoque cette idée folle de taxer ou de fiscaliser l'activité des bénévoles retraités. C'est le sommet de l'absurdité technocratique. L'État, qui n'est plus capable d'assurer le service, voudrait taxer ceux qui le remplacent gratuitement. Éric Michaud nous dit ici, attention, le système tient par miracle, grâce à la bonne volonté de quelques anciens. Si vous les dégoûtez, tout s'écroule. Fin de citation. C'est un avertissement sans frais. La Bresse, comme tant d'autres territoires, ne tient plus que par la solidarité privée. L'État n'est plus qu'un lointain souvenir qui envoie ses factures. Cela nous amène à la question de l'argent. Dans l'interview, on sent une tension sur ce sujet. On parle des subventions, on parle du statut des bénévoles. Éric Michaud pose une question fondamentale. La reconnaissance. Il dit « Les présidents d'associations prennent des responsabilités énormes. Ils organisent des événements. Ils prennent des risques juridiques. » Et un peu plus loin, il ajoute « Et ils ne sont pas rémunérés. » Fin de citation. C'est là qu'on touche à une inversion des valeurs. Dans notre monde moderne, tout se paye, tout a un prix. Le consultant qui vous explique comment marcher facture 1 000 € la journée. Le bénévole qui organise la fête du village et qui risque la prison s'il y a un accident, lui, gagne 0. Éric Michaud met le doigt sur cette injustice. Il réclame un statut. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'argent est un marqueur de valeur. Si on ne donne rien, c'est qu'on considère que ça ne vaut rien. Or, ce travail vaut de l'or. Il vaut la paix sociale. Et c'est ici qu'il faut parler de sa propre relation à l'argent. Même si c'est en filigrane. Il est riche, c'est un fait. Il est patron d'un empire industriel. Mais sa position sur l'argent public est celle de la redistribution. Il ne voit pas l'argent comme une fin, mais comme un moyen. Quand il parle d'aider les associations, il ne parle pas de charité, il parle d'investissement. Investir dans le lien social, c'est plus rentable que d'investir dans les caméras de surveillance. C'est la vision d'un chef d'entreprise appliquée à la cité. 1 € mis dans une association rapporte 10 € de bonheur social. 1 € mis dans la bureaucratie, c'est 1 € perdu. C'est une leçon de gestion que beaucoup d'énarques devraient écouter. Nous arrivons maintenant au cœur du réacteur, au moment de grâce de cet entretien. Oubliez la politique, oubliez les élections. Là, on touche à la civilisation, on touche à l'âme de l'homme. Écoutez bien cette phrase. Je vais la répéter lentement car elle mérite d'être gravée au fronton des écoles. L'intelligence de la main est parfois bien supérieure à l'intelligence du cerveau.
Et il ajoute cette image magnifique. Celui qui tourne une rondelle fabrique un rafale. Celui qui taille une pierre fabrique une cathédrale. Fin de citation. Qu'est-ce que Éric Michaud est en train de nous dire ? Il est en train de faire le procès de 40 ans d'erreurs éducatives et culturelles en France. Depuis les années 80, qu'a-t-on dit à nos enfants ? On leur a dit « Travaille bien à l'école, sinon tu finiras à l'usine. » Ou alors « Ramasseur de mégots ». C'est ce que m'avait dit un ancien maître d'école dans les années 1970. Mais je l'ai revu beaucoup plus tard et je lui ai montré ce que j'étais devenu. Il a souri, mais ça m'avait marqué. Petite anecdote personnelle. On leur dit aussi, si tu es intelligent, tu iras dans un bureau climatisé, faire des PowerPoint. Si tu es moins bon, tu iras te salir les mains. On a créé une hiérarchie monstrueuse. En haut, l'intellect, l'abstrait, le virtuel. En bas, la matière, le geste, le réel. Éric Michaud, lui, est un industriel. Il sait que ce mensonge est en train de nous tuer. Il sait que sans le gars qui sait souder, l'ingénieur qui a dessiné le plan ne sert à rien. Le plan reste un bout de papier. C'est la main qui le fait devenir réalité, en disant que l'intelligence de la main est supérieure. Il renverse la table, il réhabilite le geste. Il nous rappelle une vérité que les philosophes comme Matthew Crawford, dans son livre « Éloge du carburateur », ont théorisé. Le travail manuel demande une attention, une finesse et une intelligence situationnelle, bien plus grande que beaucoup de tâches administratives répétitives. Quand l'ouvrier règle sa machine au micron près, il dialogue avec la matière. Il est dans le réel absolu. Il ne peut pas tricher. Si c'est mal fait, la pièce casse. Dans un bureau, si c'est mal fait, on fait une autre réunion. Et puis, il y a cette métaphore de la cathédrale. C'est la quête du sens. C'est le drame moderne, le burn-out, la perte de sens. Combien de cadres parisiens payés des fortunes se demandent le soir « À quoi j'ai servi aujourd'hui ?» L'ouvrier d'Éric Michaud, lui, il le sait. Il fait la pièce qui permet à l'avion de voler. Il a taillé la pierre qui fait tenir la voûte. Éric Michaud redonne à l'industrie sa dimension spirituelle. Le travail n'est pas une punition, c'est une œuvre, une fierté. C'est la philosophie du compagnonnage, le chef d'œuvre. L'homme se réalise parce qu'il fabrique. Il nous explique aussi le paradoxe Bressan. Des usines qui ont du travail, mais personne pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a dégoûté les jeunes. On leur a dit que c'était sale. Lui, il leur dit que c'est noble. Il leur dit « Venez ici, il y a des règles, il y a des valeurs. Ici, on construit quelque chose de vrai. » C'est un discours révolutionnaire dans la France de 2025. C'est le discours du retour au concret. Face à l'intelligence artificielle qui va remplacer les rédacteurs, les comptables et les analystes, il restera toujours la main. L'IA ne saura jamais réparer une fuite d'eau. Elle ne saura jamais tourner une pièce de métal. Éric Michaud nous dit que l'avenir, c'est peut-être le retour au métier du passé. Si la séquence sur l'industrie était un énigme à l'espoir, la séquence sur l'agriculteur est un cri de rage. C'est le moment où l'entretien a basculé. Le député Éric Michaud n'était plus seulement un député ou un patron. Il était le porte-voix d'une colère qui gronde dans chaque ferme de Bresse. Il a prononcé une phrase terrible. Une phrase qui devrait être affichée dans toutes les mairies, dans toutes les chambres d'agriculture, et peut-être même sur le fronton de l'Assemblée nationale. Écoutez bien, je vais le citer. On est en train de sacrifier l'agriculture française au profit de l'industrie automobile allemande. C'est violent, c'est même brutal. Mais est-ce que c'est vrai ? J'ai voulu vérifier, je ne voulais pas rester sur une impression de slogan politique. Alors j'ai ouvert les dossiers, j'ai regardé les traités, notamment celui du Mercosur. Et ce que j'y ai trouvé donne froid dans le dos. Le député ne fait pas de la démagogie, il fait de la comptabilité géopolitique. L'Europe est un grand marché, et dans un marché, on fait du troc. D'un côté, l'Allemagne, puissance industrielle, veut vendre ses voitures. Elle veut vendre ses BMW, ses Mercedes, ses Audi, ses machines-outils à l'Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine. C'est son intérêt vital. De l'autre côté, l'Amérique du Sud veut acheter ses voitures, mais pour les payer, elle doit vendre ce qu'elle a. Et qu'est-ce qu'elle a ? De la viande, du bœuf,
du soja, de la volaille. Le deal est là, il est cynique, il est mathématique. Pour que Berlin puisse vendre ses berlines de luxe, Bruxelles accepte d'importer des tonnes de viande sud-américaine. L'agriculture française n'est pas une priorité stratégique pour l'Europe technocratique. C'est une monnaie d'échange. En économie, on appelle ça une variable d'ajustement. En humain, on appelle ça un sacrifice. Le paysan bressan, et même dans toute la France, celui qui se lève à 5 heures du matin pour soigner ses bêtes, est sacrifié sur l'autel de l'exportation allemande. Il est le dommage collatéral de la mondialisation heureuse. Et puis, il y a l'exemple concret, celui qui parle au portefeuille de la ménagère et à la conscience du citoyen, le poulet d'Ukraine. Le député lâche ce chiffre, je le cite, des poulets à 2 €. Je ne sais même pas comment on peut faire. Analysons cette phrase. Je ne sais pas comment on peut faire. Lui, l'industriel, le pro de la production, ne comprend pas l'équation économique. Pourquoi ? Parce qu'elle est impossible si on respecte la vie. En France, nous avons décidé d'avoir l'agriculture la plus propre du monde. C'est une fierté. On interdit les farines animales, on interdit les hormones de croissance, on limite les antibiotiques, on impose des normes de bien-être animal drastiques. La taille des cages, la lumière, le transport, tout cela a un coût. La qualité se paye. La morale se paye. Mais en même temps, on ouvre grand les frontières à des produits qui ne respectent aucune règle. Aucune de ces règles. Le poulet ukrainien, ou brésilien d'ailleurs, arrive sur nos étals à 2 € parce qu'il est produit dans des conditions que la loi française considère comme criminelles. C'est la définition exacte de la concurrence déloyale. C'est comme si on demandait à un athlète français de courir les 100 mètres avec un boulet de 20 kg au pied, tout en autorisant son concurrent à courir en basket et dopé aux stéroïdes. Et à la fin, on dit aux Français « Tu n'es pas compétitif ». Ce n'est pas de la concurrence, c'est un assassinat économique prémédité. Mais attention, il ne faut pas jeter la pierre sur l'Europe ou sur la guerre. Il y a un coupable intérieur, un ennemi intime. Monsieur Michou nous dit « La France est championne du monde des normes. Ici, il faut introduire un concept barbare, un mot technique que les énarques adorent et que les paysans maudissent. La surtransposition. Qu'est-ce que c'est ? C'est le masochisme administratif français. Si Bruxelles vote une directive, l'Europe dit « Il faut mettre une ceinture de sécurité dans les tracteurs. » C'est la base. Tous les pays européens appliquent la règle. Mais la France, elle ne fait pas comme les autres. L'administration française, par zèle, par orgueil ou par ce fameux principe de précaution, devenu une religion d'État, va dire « La ceinture ne suffit pas. Il faut aussi un casque, des genouillères, un formulaire CERFA rempli en 3 exemplaires et une visite de contrôle tous les 6 mois. » C'est ça la surtransposition. On ajoute des règles à la règle. On ajoute des barreaux à la cage. Résultat, le paysan allemand, espagnol ou polonais, qui obéit pourtant à la même Europe que nous, a moins de paperasse et moins de contraintes que le paysan bressan. Monsieur Michou nous dit aussi une vérité qui dérange. Ce n'est pas toujours Bruxelles qui nous tue, c'est souvent Paris qui nous étouffe. C'est la victoire de l'inspecteur sur le procureur. C'est la victoire du papier sur la terre. Alors, au terme de ce long décryptage, que devons-nous retenir ? Nous avons traversé la politique, le social, l'industrie, l'agriculture. Si on reste à la surface, on a entendu un député de droite qui tape sur la gauche et sur l'Europe. C'est le jeu classique. C'est du bruit médiatique. Mais si on écoute la fréquence Qatari, la fréquence du sens, on entend autre chose. Monsieur Michou nous décrit une société inversée, une société qui marche sur la tête. Regardez le tableau d'ensemble. C'est une société où l'on paie les gens pour ne pas travailler, l'assistanat plus rentable que le SMIC. C'est une société où l'on interdit à ceux qui nous nourrissent de produire, tout en important ce qu'on leur interdit de faire. C'est une société où la morale politique abstraite, le cordon sanitaire par exemple, est devenue plus importante que l'efficacité du terrain. C'est une société qui a oublié que sans la main qui tourne la rondelle, le cerveau de l'ingénieur ne sert à rien. Ce discours n'est pas seulement politique, il est civilisationnel. Il oppose 2 mondes qui ne se comprennent plus, 2 plaques tectoniques qui frottent l'une contre l'autre. D'un côté, le monde du virtuel, celui des normes, des partis, des bureaux climatisés, des tableurs Excel, des stratégies de communication, un monde hors sol. Et de l'autre, le monde réel, celui de la boue, de la graisse,
de la matière, des fins de mois, du climat, le monde de l'enracinement. Et donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, qu'on vote pour lui ou contre lui, là n'est pas la question. Je ne suis pas là pour vous dire pour qui voter. La question, c'est l'avertissement. Quand un industriel, un homme du système, qui a réussi, qui pèse 250 millions d'euros, commence à parler comme un révolutionnaire, c'est que le système est arrivé au bout de sa logique. Quand les notables se mettent à parler comme le peuple, c'est que la colère est devenue trop grande pour être contenue. Monsieur Éric Michaud nous dit une chose simple, on ne peut pas manger des normes, on ne peut pas habiter dans des statistiques. On ne peut pas se chauffer avec la morale parisienne. Il faut revenir au bon sens. Et le bon sens, ce n'est pas une idée de droite ou de gauche. Le bon sens, c'est ce qui nous relie à la terre. C'est ce qui fait qu'on ne s'aime pas en hiver. C'est ce qui fait qu'on ne dépense pas d'argent qu'on n'a pas. Louhans, la Bresse et toute la France, ce n'est pas la province oubliée. C'est le laboratoire de la France de demain. Si le bon sens ne revient pas au pouvoir, alors la colère prendra sa place. C'est mécanique, c'est physique. J'espère que ce décryptage vous aura permis de voir au-delà des petites phrases. Il y a ce qu'ils disent, il y a ce qu'ils veulent vraiment dire. Notre travail, c'est de faire la traduction. C'était Manu Moreno pour Qatari. N'oubliez pas, l'intelligence est dans la main. Alors servez-vous des vôtres pour construire, pour travailler. Et pour partager cette émission si elle vous a fait réfléchir. À très bientôt pour un nouveau podcast.